Torah au moins là. Voilà. Donc, je suis reçu par Benjamin Doufchani, rue Servandoni, voilà, et je voudrais faire un peu un tour d'horizon de son rapport au judaïsme, à Israël. Et donc, voilà, une question que je voudrais te poser pour commencer, en sachant à peu près tes réflexions sur ces sujets, c'est qu'est-ce qui fait que malgré le fait qu'en Occident, comme les Juifs ne se distinguent pas, ne peut pas parler d'un racisme à propos des Juifs, parce que quelque part, physiquement, on ne les distingue pas, comment ça se fait que parfois cette différence est plus forte que les différences de couleur, justement? Comment ça se fait que une différence qui n'est pas immédiate, qui n'est pas évidente, pèse plus lourd que des différences qui sont raciales au sens le plus primaire du terme. Ça remonte très loin. Ça remonte au fait que chaque peuple, en réalité, symboliquement, a une mère et un père. C'est-à-dire qu'il a un projet national, la terre sur laquelle il est, qui est sa mère, et qu'il a un projet spirituel, culturel spirituel, qui est le père, qui est représenté par le ciel, plus ou moins. Et le peuple juif est spécial dans le sens où, dans cette famille-là, avec le père et la mère, il n'a pas de mère. Le peuple juif, c'est un peuple qui n'a pas de mère. Pourquoi il n'a pas de mère? Et parce qu'Abraham quitte chez lui la Mésopotamie pour venir s'installer d'abord à Canaan, et qui n'est pas chez lui, il est chez les autres, il reste à Canaan, parfois il va en Égypte, il revient, Isaac reste, mais il n'est toujours pas chez lui. C'est évident, tous les textes affirment que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ne sont chez eux en Canaan. Mais il y a toujours la promesse, évidemment, il y a une promesse que cette terre, un jour, deviendra la terre de leurs descendants. Alors il y a d'abord deux choses, il y a le truc du temps, il y aura une descendance, et puis il y a le truc de l'espace. Cet espace, c'est cette terre qui appartiendra à cette descendance. Mais ce n'est pas immédiat. En attendant, il faut d'abord former un peuple. Jacob et sa famille quittent complètement Canaan, complètement tous, et ils s'en vont en Égypte. Et Égypte qui n'est certainement pas leur mère. Et en Égypte, ils grandissent dans le ventre d'une mère qui n'est pas leur mère. On appelle ça aujourd'hui une mère porteuse. L'Égypte est la mère porteuse d'Israël. Et puis il se passe un accouchement dans les douleurs, dans les difficultés. La grossesse déjà est très compliquée. Et puis l'accouchement se fait de manière à rejeter cet enfant du ventre de l'Égypte dans le désert qui n'est pas un lieu maternel, évidemment, parce que même la nourriture ne vient pas de la terre, mais elle vient du ciel sous forme de manne. Ces juifs-là ont une promesse par le projet paternel, par le Père qui leur propose le projet du mont Sinaï, et le Père leur propose que ce projet-là soit réalisé sur une terre-mère, qui n'est pas leur mère, évidemment, puisqu'ils n'en ont pas. Alors Dieu va choisir parmi ses épouses, si j'ose dire, une des terres habitée par des enfants qui ne plaisent pas à Dieu, et Dieu va recommander aux enfants d'Israël de conquérir ces terres, de chasser les habitants, de chasser les enfants, les vrais enfants naturels de ces terres, de les chasser et de s'y installer pour accomplir le projet. Alors, il y a une chose qui me gêne dans ton propos, c'est que tu accordes beaucoup d'importance aux Écritures. Et pas aux Enfin, Écritures, en tout cas, aux histoires qui ont mené aux oui. Donc Écritures. finalement, tu ne prends pas de distance par rapport à ces histoires. Si, parce que je crois que ces histoires-là, c'est pas par hasard qu'on les a écrites. Moi, je ne crois pas que ces écrits soient l'écrit de Dieu. Je Oui, mais crois que même. ces écrits sont des écrits qui ont été faits par des hommes à partir des traditions orales. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est l'oralité qui précède l'écriture. Oui. Moi, je ne suis pas un homme de la loi écrite, je suis un homme de la Non, mais par loi exemple, on orale. pourrait imaginer que il y a des choses qui sont de l'ordre du mythe dans la. Pas imaginer, mais c'est une certitude que c'est de l'ordre du mythe. Ces textes-là, par exemple, la Torah, n'importe quel spécialiste de critique biblique nous dira que ça a été écrit au 5e siècle avant notre ère. Ça a été écrit à Babylone, pendant l'exil de Babylone. Ça a été écrit après la malheureuse expérience de la royauté en Israël et en Juda. Ça a été écrit Oui. Non, mais déjà avec toute une alors la question est histoire. de savoir quelle est la véritable histoire derrière tout C'est ça. pas important puisque c'est ceux qui nous racontent cette histoire-là utilisent même des mythes, mais ils utilisent des mythes qui parlent, des mythes qui nous racontent quelque chose que eux vivent, comment eux ils ressentent les choses.
ils ont mis par écrit un ensemble de traditions orales qu'ils ont montées de cette façon-là. Alors pourquoi de cette façon-là? C'est ça qui est pour moi la base. Alors, moi, excuse-moi de t'interrompre, parce que je voudrais quand même te soumettre quelque chose. On peut dire que d'une certaine manière, on peut employer l'expression tête de pont pour parler par rapport à, au niveau des croix, etc. Il semble qu'il y ait une volonté, des Européens d'avoir une position en Asie mineure, en Palestine. C'est pour ça qu'ils se sont... Pourquoi les Européens? Attends, je vois Les pas. Grecs, etc. Enfin, il y a une partie de la Turquie qui a été grecque à un moment donné. C'est-à-dire que les Occidentaux, Si on veut parler les de la Occidentaux terre, ont voulu avoir une position dans cette région-là. si on parle déjà de cette terre-là, bon, il ne faut pas oublier, alors là, il faut revenir à l'histoire de l'Orient ancien, et il faut revenir au fait qu'il y a eu quand même des entités énormes. Et d'ailleurs, autour des fleuves, il y a la grande entité et au nord-est, qui est la Mésopotamie avec l'Euphrate et le Tigre, les grands ensembles mésopotamiens qui va donner Our, qui va donner Assur, qui va donner Babylone, qui va donner après même le Perse, etc. Et de l'autre côté, il y a l'entité énorme autour du Nil qui est l'Égypte. Et alors, entre la Mésopotamie et l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'espace syrien. L'espace syrien dont la Palestine est un élément important comme point de passage, car n'oublions pas qu'il y a énormément de déserts. Et pour passer de la Mésopotamie à l'Égypte, on est obligé de passer par le nord de la Syrie et par la Palestine. Oui. C'est ça le chemin. Oui. Donc, il est important comme lieu de passage, ce qui quand même nous a coûté très cher, parce que quand on est un lieu de passage, on se paye tous les malheurs qui viennent du nord ou du sud, dans tous les sens. Non, mais je reviens à ma question initiale, à savoir que les Juifs, ou du moins une partie des Juifs, ne se distinguent pas des Européens, physiquement, et on peut penser que, c'est une thèse que moi j'ai développée, tu ne la connais peut-être pas, on peut penser qu'il s'agit historiquement d'une tentative des Européens de s'installer dans cette région. Oui, mais alors il faut reprendre toute l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandre, et qui a conquis l'Empire perse et qui a installé la Grèce dans Oui, il y a aussi la guerre de... Oui. Oui, alors nous savons à un moment donné, et la Syrie, et la Mésopotamie, et la Palestine, et l'Égypte sont grecs, hellénistes, Voilà. sont hellénisés. Oui. Donc à ce moment-là, il y a une possibilité. Puis ensuite avec Rome, alors là, nous sortons complètement du sujet juif parce que nous sommes devant les rapports qu'il y a entre l'Occident et ce pays. Mais les Juifs sont peut-être à l'interface, ils sont peut-être concernés par ce... Je ne suis pas tout à fait sûr, et je crois qu'ils sont un élément perturbateur au contraire, parce que s'il y a un peuple qui a combattu les Grecs et qui a combattu les Romains, c'est le peuple juif, en tant que peuple installé en Palestine. Les vraies révoltes contre la Grèce, c'était la révolte Hanouka. Et ensuite, les vraies révoltes contre les Romains, il y en a eu 3 même. Il y a eu une en 66 à 70 qui a amené la destruction du temple par Titus. Et il y a eu ensuite une révolte énorme en Afrique du Nord, et du temps de l'empereur Trajan, où il y a eu un nombre énorme de gens tués. Et puis ensuite, il y a eu, sous Hadrien, la révolte de Bar Kokhba, encore une fois. Je veux dire, les Grecs et les Romains ont toujours considéré les Juifs comme des ennemis, comme des gens inassimilables, non intégrables. Je crois qu'on ne peut pas associer les Juifs avec l'Occident, sauf sur un point, et je l'ai déjà dit avant l'enregistrement, sur un point, c'est en fin de compte, sur le plan culturel, les Juifs sont occidentaux, tout à fait occidentaux. Et physiquement les Juifs aussi. acceptent complètement la culture occidentale, culture définie comme science et art. Science et art. La grande science et le grand art, c'est la Grèce. La référence absolue, c'est la Grèce, chez les Juifs. Et les Juifs disent qu'il y a même une histoire sur les Maharal extraordinaire quand il parle du temple de Jérusalem, et il dit qu'il y a une partie du temple, ce qu'on appelle le Heichal, et que cette partie-là, et les Grecs sont plus forts que les Juifs dans cette partie-là. Heichal, il fait la Gematria. Heichal, c'est 65 en Gematria. Et le mot Yavan, Grèce, c'est 66. Il dit, s'il s'agit uniquement de cette partie-là, mais la Grèce est plus importante que le judaïsme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'offrir culturel. La culture grecque est supérieure à la culture juive. Mais il peut y avoir... Mais il y a le Saint des Saints derrière. Oui.
Et c'est au niveau du Saint des Saints que les Juifs sont différents. Oui, mais moi, je me situe. Par exemple, on sait très bien les conflits qu'il peut y avoir eu à l'époque de Gaulle entre la métropole et l'Algérie, par exemple. Bon, on sait très bien qu'il peut y avoir une conflictualité entre la métropole et les colonies. Il y a eu le cas de l'Angleterre et des États-Unis. Donc il y Oui, a eu de nombreux exemples de rupture entre le pays d'origine et le pays où se sont installés des colons. Et à un moment donné, les oui, colons mais justement, les Juifs, ils ne sont les colons de personne. Oui, mais ça, Ils ne représentent rien. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Parce que c'est un peuple qui n'a pas de mère, ils ne représentent ni l'Occident ni l'Orient. Ils oui, ne représentent rien. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et c'est ce qui fait que bien qu'il n'y ait pas de différence physique, il y a une énorme différence. Et on parle de racisme et antisémitisme, car l'antisémitisme ne peut pas être de nommer racisme réellement, ce n'est pas une affaire de race, évidemment. Donc, c'est une affaire culturelle et spirituelle, je oui, dirais, pas seulement culturelle. Il n'y a même pas de différence culturelle. Entre les juifs d'Allemagne oui. et les non-juifs d'Allemagne, il n'y avait pas de différence culturelle. Mais entre les Anglais et les Américains aussi, il y a des... Pareil, voilà. pareil, Bon, alors, pareil. voilà. Alors, Entre les Français et même... et les, bon, voilà. Je veux dire qu'il y a, quand on envoie des populations coloniser des régions outre-mer, à un moment donné, il peut y avoir des conflits entre cette région outre-mer et le pays d'origine. les seuls moments où le schéma que tu décris là peut avoir un sens, c'est le moment de la création du sionisme au début du XXe siècle, quand Herzl, en réalité, voudrait créer en Palestine un État européen pour prouver aux Européens à quel point ils ont eu tort de ne pas vouloir des Juifs. Alors là, à ce moment-là, on peut dire que le début du sionisme, c'est vraiment l'Europe qui se transporte en Palestine pour faire de là-bas un pays européen. Oui, Ça, d'accord. ça, ça c'est juste. Bon. Ça, c'est juste. Mais D'accord. les choses ne Non, mais il vont y a pas toute évoluer de cette non, mais il y a façon. quand même toute une mythologie par rapport à ça. Et alors, un mot sur lequel on n'a pas abordé, c'est la question du qu'est-ce que c'est que le peuple élu? D'abord, il y a Comment le pas, concept de peuple, qu'est-ce qui il va y fonder a cette... pas de peuple, il y a un peuple électeur d'abord, il n'y a pas de peuple élu. Non, non, Personne mais, ne l'élit. Et je dirais en non, riant mais d'où est même, venue cette idée, cette expression? c'est le fait d'avoir été monothéiste dans un monde qui n'était que idolâtre. Et c'est ça qui distingue dès le Oui, départ. L'élection, c'est il y a un Dieu, c'est le seul peuple qui croit qu'il y a un Dieu et pas des dieux, et qui a pour tâche, qui a pour mission d'amener ces dieux à toute l'humanité. Donc il y a là cette nécessité absolue de dire je suis destiné à une fonction particulière. Qu'est-ce qui fait que je suis élu? C'est qu'on m'a nommé pour une fonction particulière. Quelle est cette fonction particulière? C'est, moi étant monothéiste, d'amener ces dieux à toute l'humanité. Chose que le peuple juif d'ailleurs n'a jamais fait, il n'a même pas essayé de faire, car nous savons très bien qu'on ne peut pas vouloir amener ces dieux un à toute l'humanité et avec un principe qu'il ne faut pas convertir. Et on ne convertit pas vers le judaïsme. Alors il faut que les autres deviennent monothéistes sans se convertir. C'est très compliqué. Ça, c'est bon, un autre non, non, mais sujet. c'était pas Ça. vraiment. Ma question avait une autre raison d'être. C'est-à-dire que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la présence de cette population qui n'est. Si elle est semblable aux Européens, c'est qu'elle est différente des populations locales. Ah non, pas au départ. Au départ, au contraire, elle n'est pas européenne du tout au Alors, comment ça départ. se fait qu'elle est devenue européenne? Elle est sémite, mais par le fait de la dispersion. Non, mais alors, bon, à ton avis, cette européanéité des Juifs, elle ne serait pas initiale? Et les rapports avec la Grèce. Par exemple, la communauté juive d'Alexandrie, avec Philon, avec le grand personnage qui est Philon d'Alexandrie, qui font la jonction entre le peuple juif et la civilisation grecque. Mais ça, c'est postérieur. Oui, alors ça, c'est. Non, Attention, non, mais. je crois que les moments de Philon étaient des moments extrêmement importants. Hein. Et Oui. ces rapports, cette symbiose entre le judaïsme et l'hellénisme qui s'exprime à Alexandrie, ce qui n'empêche pas l'antisémitisme d'Alexandrie d'ailleurs, ça n'empêche pas l'antisémitisme. Il y a là une sorte d'assimilation qu'on trouve dans l'histoire de Noé avec ses deux fils, Shem et Yéphet, qui couvrent Noé. On trouve comme mythe ce mythe qui fait qu'il y a une association entre les Juifs et l'Occident
pour créer l'humanité non animale, pour dominer l'animal qu'il y a dans l'homme. Alors, si je résume ta position, parce qu'à mon avis, il y a quand même deux thèses qui s'opposent là. La thèse qui fait que ce sont, alors excuse-moi, qui font que ce sont des Européens qui se sont installés dans une histoire très ancienne dans cette région-là. Et Pas c'est du pour, tout. non mais Oui, je dis oui, qu'il y a oui. deux thèses. Oui. Bon, et après ils ont été refoulés, par les populations locales vers l'Europe. Et l'autre thèse qui est sur des populations qui sont Mais ce n'est nées. pas les populations locales qui les ont déplacés, ce sont les Européens qui les ont déplacés. Ce sont les Romains qui ont déplacé les Juifs de Judée. Ce n'est pas les peuples locaux qui ont déplacé les Juifs Alors vers l'Europe. tu veux dire par là que les C'est peuples. Rome qui a Oui, déplacé il les se Juifs. trouve qu'après coup, on peut se poser des questions à ce sujet. Aujourd'hui, le rêve, quelque part, l'antisionisme arabe, il revient à cette idée de refouler les Occidentaux de cette région-là, quand Oui, même. mais les Juifs sont aussi occidentaux, mais ils ne sont pas les Occidentaux. Oui. Ils sont aussi Non, mais je veux dire que occidentaux de là, je culture. veux dire quelque part, c'est pour ça qu'il y a un rapport entre la présence actuelle de l'État d'Israël et la présence des États des croisés, qui ont été dans les deux cas, et avec la présence des croisés à Jérusalem en Oui, 1099, etc. Il y a une ça, c'est- similitude, un parallèle entre ces deux situations. oui, mais c'est complètement artificiel, puisque les croisés n'avaient absolument aucun rapport maternel avec cette terre, aucun rapport maternel. Ils avaient un rapport avec la tombe de Jésus, un rapport complètement spirituel au niveau du christianisme, mais ils n'avaient aucun rapport maternel, tandis que les Juifs avaient ce rapport maternel extrêmement fort, sous forme du mythe de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, les ancêtres, que cette terre serait la leur. Oui, mais Là, c'est ça, là, il ne faut pas oublier les personnages, malheureusement dans le judaïsme orthodoxe, les personnages d'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas suffisamment présents car Moïse a pris la place. C'est chaque juif, vous savez, quand on fait la circoncision, c'est très étrange. On fait la circoncision au nom d'Abraham et c'est quelqu'un qui se convertit au judaïsme, on l'appelle fils d'Abraham. Mais c'est tout à fait faux parce que on fait la circoncision parce que Moïse l'a prescrit, pas du tout parce qu'Abraham l'a fait. oui, mais c'est pour ça Il que y je a une dis, confusion. On a englobé Abraham, Isaac et oui, Jacob dans les projets de Moïse. mais bien Mais sûr, il y a un projet Abraham, Isaac et Jacob qui n'est pas le projet Moïse. oui. Mais ça, c'est un problème de représentation, effectivement, mythologique du passé. C'est que parce que les peuples juifs De n'ont même pas que de, il n'a pas de mère les 12 peut-être. tribus renvoient aux 12 fils de Jacob, Oui. etc. Donc, Les peuples juifs n'ont pas de mère, mais il a une dualité absolue, une dualité qui s'exprime très fortement. C'est la dualité père-mère dans ce sens-là, où il est en même temps descendant réel d'Abraham, Isaac et Jacob, à qui par mythe, on a promis la terre de Canaan pour la descendance, et puis ils sont les élèves de Moïse, c'est-à-dire ceux qui suivent oui, l'enseignement de bien Moïse, la sûr, Torah de Moïse. bien sûr. Mais il y a deux choses. Alors, il y a des périodes dans l'histoire où on est une chose et on oublie d'être l'autre, et une période dans l'histoire où on est la deuxième chose et on oublie la Oui, mais ça première. se comprend assez bien. Aujourd'hui, c'est pareil, puisqu'aujourd'hui, Israël ne représente certainement pas le projet spirituel juif. Israël ne représente pas cela aujourd'hui. Il y a des données qu'on utilise, mais c'est pas ça. D'ailleurs, si je me permets, rentrer dans l'actualité, tout le monde a applaudi avec chaleur la visite que le pape François a fait sur la tombe de Herzl. Ah, le Vatican reconnaît le sionisme, puisque Herzl c'est le père du sionisme. Ah, le Vatican reconnaît le sionisme. Nous savons que du temps de Herzl, le pape du temps a chassé Herzl. Il n'a même pas voulu entendre parler. Écoutez ce que Herzl disait. Il dit quoi? Nous, l'Église, on va soutenir la création d'un État indépendant juif sur la terre d'Israël. Donc toute la punition, etc., va disparaître. Et tout le monde a applaudi à ce geste magnifique du pape François par rapport à la visite à la tombe d'Herzl. Mais moi, j'ai pris une position tout à fait différente. Je dis que l'Église a appris pendant quelques dizaines d'années que le sionisme allait créer un État qui n'était pas porteur d'une spiritualité, donc qui ne représentait aucun danger pour le Vatican. Et c'est pour ça qu'on peut soutenir le sionisme, parce que le sionisme a donné lieu à un État qui ne représente plus une concurrence spirituelle à Oui, l'Église. c'est intéressant comme idée, oui, effectivement. Voilà. Donc, on voit parfaitement bien cette dualité incroyable. Alors, moi, personnellement, mon travail, ce que je considère comme ma tâche,
sur ces terres avant de partir, c'est de dire aux Israéliens, et je considère comme Israéliens, écoute bien, je considère comme Israéliens tous les Juifs de la terre, ceux qui vivent en Israël et ceux qui, en principe, devraient vivre en Les Israël et qui ne Israélites. le font pas, Israéliens. Et attends, j'ai Ben, rompu la ligne ben, de... l'idée, c'est que tout le monde est israélien, donc Oui, alors, comment faire, ah oui, ma tâche, comment faire pour redonner un projet spirituel hmm, à ces peuples ouais. qui n'a été créé que pour un projet spirituel, pour qui la notion de mère était un instrument pour réaliser le projet spirituel, et brusquement oublier le projet spirituel pour ne réaliser que le projet maternel des nations. Et comment remettre ce peuple-là dans un temps où on ne croit plus en Dieu comme avant, c'est très compliqué. Je travaille là tout le temps et je sais comme c'est compliqué. Je prends maintenant un projet spirituel qui est extrêmement différent des projets juifs à travers l'histoire, qui est défini surtout par l'orthodoxie, et l'offrir à ce peuple qui a oublié son projet spirituel. Donc lui offrir un projet juif, mais qui ne serait pas celui qu'il avait tout le temps. Alors, tu t'imagines la difficulté que ça représente. Alors, est-ce que, à ton avis, les Juifs sont des sémites? Et c'est pas Non, important non, du non, tout mais je pour voudrais moi. savoir, est-ce que, par exemple, l'hébreu, La langue est sémitique. est-ce que la langue est-ce que l'hébreu est la langue des Juifs? Oui, alors ça c'est, oui, c'est la langue Et, et que- paternelle. C'est pas la langue maternelle, c'est voilà, la c'est langue ça. paternelle. Oui. Alors attention, j'avais un très bon ami qui s'appelait Chaim Rosen, qui était professeur de Moi, je l'ai eu linguistique à je l'ai eu comme Jérusalem. professeur, d'ailleurs. Hein? Je l'ai eu comme professeur Oui, au ben, Langso. il était super calé. Et lui, il prétendait une chose très intéressante. Le juif est une langue sémitique qui s'emploie aujourd'hui comme une langue européenne. Ah oui, c'est vrai. Et au niveau de la syntaxe, etc., il a montré à quel point, si c'est vrai que la base, et je dirais pas un exemple, l'anglais est une langue germanique, mais il est complètement latinisé. Ah, et Aujourd'hui, on francisé. peut dire que l'anglais est une langue presque latine. Et presque française, oui. Oui, Oui, hein, donc on voit parfaitement bien oui. que l'hébreu originel est une langue sémitique, ça, il n'y a aucun doute possible, mais que l'utilisation de l'hébreu aujourd'hui est une utilisation comme au niveau de langue En tout cas, c'est occidentale. une langue qui est commune, qui est de la même famille que celle parlée par les Arabes. Oui, mais avec une différence énorme. D'abord, dès le départ, les Arabes l'arabe et l'hébreu ne sont pas du même sémitisme. Il y a les sémites du nord, les sémites du sud. C'est très compliqué. Il faut que Rosen vienne nous faire une conférence sur la question. C'est pas, il y a les sémites du nord avec l'hébreu et avec les moabites, avec l'ougarite, avec l'araméen, et puis il y a l'arabe qui est le sémite du sud. C'est très très compliqué à définir. Et puis, il faut dire que l'évolution de l'hébreu à travers la relation intime avec l'Occident ne ressemble pas complètement à l'évolution de l'arabe dans les Oui, rapports mais avec l'Occident. ça, c'est Ça, c'est clair. un autre problème. Il est certain que chez les Arabes aujourd'hui, c'est pas exactement l'hébreu chez les Bon, enfin, Juifs. malgré tout, Mais c'est la langue des bon, Juifs. donc malgré tout, ça crée encore une nouvelle ambiguïté, parce qu'effectivement, les Juifs sont des Occidentaux, d'après leur race, mais ils ont la langue du pays d'accueil. Et est-ce que ça n'a pas été une erreur de la part des sionistes de vouloir parler l'hébreu? Parce que je crois qu'Herzl ne souhaitait pas spécialement qu'on parle l'hébreu. Si je te dis que je ne crois pas à l'Europe, parce que l'Europe n'a pas choisi un latin simplifié ou l'espéranto comme langue commune, tu comprendras où je me place. Je veux dire, Eliezer Ben Yehuda, lui, le génie absolu de la langue, je vais te faire rire. Herzl a écrit un livre, L'état des Juifs, Judenstadt. Dans ce livre, Herzl résout tous les problèmes possibles et imaginables. Il résout tout. Il y a à la Là, c'est fin la solution, comme il dit. et il y a Die un Lösung. problème sans solution, c'est la langue. Et il dit, ben, tant pis, ce sera un pays où il y aura quatre langues, sept langues, et pas important, etc. Eh bien, si on regarde aujourd'hui, aucun des problèmes que Herzl pensait avoir résolu n'est résolu. Le seul problème que Herzl pensait comme insoluble a été résolu, c'est l'hébreu. C'est très amusant, je trouve. Sauf La qu'on parle beaucoup de différence. langues. On en parle beaucoup Oui, de non, langues en non, non, Israël. Hein. l'hébreu, c'est la langue d'Israël. Ah non, ça, on ne peut pas renier à Israël la présence de littérature, de journaux, de télévision, de radios. Non, non. L'hébreu est une langue très vivante aujourd'hui en Israël. Oui.
très vivante. On Elle parle beaucoup, devient même en on parle beaucoup diaspora. d'autres langues en Israël que l'hébreu. Ça ne veut rien dire du tout. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, tout le monde parle anglais, ça ne change strictement rien à l'affaire. Non, mais il y a les Russes, La par langue exemple, etc. d'Israël, c'est la langue Oui, hébraïque, d'accord, oui. mais de tout le franchement et carrément, sans aucune réserve, je dirais, c'est ça. Alors, tu as utilisé un mot que je trouvais super important, tu as dit ambiguïté. Et quand je parle, moi, de ce monodéisme chidati, énigmatique, je dis voilà, tout ce qui concerne le peuple juif, tout ce qui concerne le judaïsme, tout ce qui concerne le sionisme, tout ce qui concerne Israël baigne dans une ambiguïté permanente depuis le début, et je ne suis pas sûr qu'un jour ça va vraiment changer. Je ne crois pas. C'est Oui. pour ça que c'est si important qu'Israël soit un État juif. Pour permettre à cette ambiguïté-là de respirer et de vivre et d'apporter au monde quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Moi, je ne crois pas qu'avoir des prix Nobel et être tellement fort dans le high-tech, ça suffit pour Israël. Je crois qu'Israël doit avoir un autre message. Peut-être que l'humanité attend d'Israël un autre message. Peut-être que tout l'antisémitisme qui règne encore dans le monde vient d'une certaine hargne contre les Juifs. Pourquoi, comme vous nous avez donné le christianisme, comme grâce à vous il y a eu l'islam, pourquoi vous ne nous donnez pas aujourd'hui, devant l'échec total de toutes les spiritualités, prouvé par le XXe siècle, par Verdun et par Auschwitz, pourquoi vous ne nous donnez pas une nouvelle solution spirituelle à l'humanité? Voilà. Alors, je voudrais revenir sur une question, puisque nous allons bientôt finir cette première entretien. Oui, il faudrait envisager Oui, plusieurs voilà, entretiens. absolument. Mais donc, c'est le caractère composite quand même du peuple juif, n'est-ce pas? Compliqué, Alors, les séfarades, compliqué à Ashkénazes, souhait. etc. Et Compliqué ça à aussi, souhait. c'est une ambiguïté. Parce qu'effectivement, d'abord, la Shoah n'a pas concerné essentiellement, n'a pas tellement concerné les séfarades, quand même, quelque part, même s'il y a quelques Ils étaient séfarades. dispersés, mais dans d'autres conditions. Voilà. Et d'autre part, la création de l'État d'Israël a perturbé la situation. La guerre des 6 jours a perturbé la situation des Juifs dans le monde arabe. Déjà la guerre d'indépendance, Oui, attention. mais encore plus. Déjà Oui, 48 a changé complètement la situation des Juifs dans le pays arabe. oui. Il y a eu presque 1 million de Juifs qui étaient obligés de quitter les pays arabes. Voilà, c'est ça d'ailleurs. C'est pour ça Oui, et ça, dit on que oublie ça aussi. certains disent qu'il y a eu un échange comme ça. Oui, Oui, un échange, exactement. Il y a eu des réfugiés. Et puisqu'il faut dire une chose qui est tout à fait certaine, que tous les habitants de la Palestine qui ont été déplacés pendant la guerre 48 ne se trouvent que dans le pays où ils sont chez eux. Que ce soit le Liban, que ce soit la Syrie, que ce soit la Jordanie, que ce soit la Palestine, que ce soit là. Mais ils sont chez eux, car en réalité, la Palestine, c'est une partie de la grande Syrie. Oui. Et quand on est en Syrie ou au Liban ou en Jordanie ou en Palestine, on est chez soi. Quand on est un arabe de ces pays-là, c'est absurde de prétendre qu'un Libanais n'est pas syrien ou qu'un Jordanien n'est pas syrien, puisque la Jordanie fait partie de la Palestine, qui est le sud de la Syrie. Absolument, et oui. que le Liban est La Jordanie complètement faisait partie du mandat britannique au départ. Absolument, mais alors on est obligé de Le Jourdain n'était que le milieu de ce mandat. Oui. C'est tout à fait évident qu'il y a ici des ambiguïtés à tous les niveaux, tout est extrêmement compliqué, tout a été en plus compliqué par les Anglais et les Français qui voulaient avoir leur pied dans cette région, etc. Et quelle est la place maintenant de l'impérialisme, entre guillemets, américain dans tout cela aussi? Quel jeu ça joue? Quelle était l'attitude de Roosevelt par rapport à tout cela? Très compliqué aussi. Tu sais très bien qu'en 1948, quand Israël a été déclaré par Ben Gurion, il n'était pas certain que l'Amérique allait reconnaître Israël. Vrai, oui. Et Truman, c'était vraiment à la dernière minute, et il y avait Marshall qui était là pour lui dire de ne pas le faire. Et quelles étaient les raisons? Sentimental, Weizmann. Non, mais quelles raisons de ne pas le faire, je veux dire? La complication, l'impossibilité d'envisager une solution militaire sur place. Car la situation en mai 48, moi, je suis prisonnier de guerre. Moi, j'étais prisonnier de guerre en 48, en mai 48. J'étais fait prisonnier le 14 mai 48, le jour même de la déclaration de l'État. J'étais fait prisonnier par l'armée jordanienne parce que la situation militaire des Juifs en Palestine n'était pas bonne du tout. Il n'y avait aucune certitude qu'Israël allait gagner la guerre. Aucune certitude. Et moi, j'étais un exemple d'une bataille perdue. Alors, donc, pour terminer, on avait remarqué avant notre entretien que le paradoxe aussi, l'autre ambiguïté, on va terminer là-dessus, c'est que
quand les Israéliens quand les sionistes sont installés, ils ont habité les endroits où il n'y avait pas de juifs historiquement. Dans l'histoire Oui, biblique, c'est ça. Et la partie où il y avait un souvenir biblique, ils l'ont laissé aux Arabes en quelque alors sorte. non, il y a autre chose qu'il faut dire, qu'il y a eu beaucoup de régions à ce moment-là qui appartenaient à des propriétaires arabes et qui n'étaient pas utilisées parce qu'ils n'étaient pas en état Ouais, d'être utilisés. Donc c'est normal que les Juifs soient allés dans la vallée de ouais, Jezreel, ouais, dans la vallée au bord de la mer, etc., parce qu'il y avait là-bas des terres vendables, des terres qu'on pouvait acheter. Tandis qu'en Judée et Samarie, les Arabes étaient installés, il y avait des villages, ils travaillaient, ça fonctionnait. ah Et oui, il n'y avait pas une volonté de ah vendre. oui, 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 Alors, le seul endroit où on peut dire qu'il y avait une sorte de contact entre les deux, c'était Jaffa, la oui. ville de Jaffa, qui était une ville arabe, où il y avait quand même des Juifs qui arrivaient, puisqu'ils arrivaient par là. Et donc C'est- ta position par rapport à Jérusalem, pour résumer, c'est qu'effectivement, on aurait dû, parle-nous un peu de Kiryat Herzl. Mon idée est très simple. Il y avait la Jérusalem historique, qui était juive à un moment donné de l'histoire, pendant quelques siècles. Jérusalem était juive depuis le Xe siècle avant notre ère, et jusqu'à, disons, oublions l'exil de Babylone, même en passant, et jusqu'à Adrien, et ça nous donne à peu près 12 siècles, ou à peu près. Il y a 12 siècles où Jérusalem était juive, et il y a quelques millénaires avant où elle était païenne. Il y a ensuite quelques siècles où elle était byzantine, où elle était chrétienne, jusqu'à la conquête musulmane. Ensuite, il y a des siècles où elle était musulmane jusqu'aux croisades. Ensuite, elle était chrétienne pendant les croisades. Ensuite, de nouveau, elle était musulmane. Alors, on peut dire que Jérusalem est une ville qui ne peut plus être considérée comme une ville juive. D'ailleurs, c'est une ville où un juif ne se sent pas chez lui en réalité. D'ailleurs, on voit bien à quel point les gens. Attention, je parle de la Jérusalem historique, Non, mais définie. le plus drôle, c'est qu'on sait très bien que les habitants israéliens de Jérusalem vont très rarement dans la vieille ville. Pas seulement ça, moi je vais plus loin que ça. Je vais même jusqu'au même pour dire que les murs occidentaux devant, qu'on considère comme les plus hauts lieux saints du judaïsme, c'est une blague. Parce que je ne vais jamais au mur pour la simple raison que ces murs-là, devant les murs, c'est à l'extérieur de l'enceinte du temple, c'est un lieu qui n'est pas saint du tout. C'est une rue, il y avait un marché là-bas. Ouais. Même si on veut détailler, c'était le marché des fromages de Ah, Jérusalem d'accord. là-bas. Et alors, en plus de ça, c'est le symbole même de l'exil, car c'est là où Adrien a jeté les Juifs. Il a pris le mont du Temple où il a fait Elia Capitolina, etc. Il a jeté les Juifs en bas dans la rue, devant ce mur, et il leur a dit, ici, vous pouvez venir une fois par an pleurer si vous voulez. Ah oui. Alors pour moi, le mur, c'est le symbole même de l'exil. Hmm. C'était le lieu où les Juifs exilés venaient. C'est scandaleux de penser que Moshe Dayan, à la guerre des 6 jours, n'ait pas pris une partie du mont du Temple pour en faire un lieu de Ah oui. prière. Ah C'est oui. incroyable. Hmm. Une partie, pas Oui. touché aux Hmm. mosquées. Pas touché aux Oui. mosquées. D'ailleurs, parmi les mosquées, il ne faut pas confondre. Vous savez, tu sais qu'il y a une chose, par exemple, une chose qui me choque énormément sur le plan du savoir. Tout le monde, tout le monde pense qu'Al-Aqsa, c'est la mosquée dorée. Hmm. Mais c'est pas vrai. La mosquée dorée, c'est le dôme du rocher, c'est pas Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est la mosquée qui se trouve au sud du mont du Temple et qui n'a pas qui n'est pas dorée. La coupole n'est pas dorée. Mais alors pour tout le monde, quand on regarde l'image que les Arabes donnent de Jérusalem, c'est le dôme du rocher et c'est ça Al-Aqsa. On lutte pour Al-Aqsa, mais c'est pas Al-Aqsa Hmm. du tout. La vraie mosquée de Jérusalem, c'est pas le dôme du rocher, c'est Al-Aqsa. Le dôme Alors, du rocher, c'est une dernière question, si c'est possible. Alors, quel est l'avenir de la diaspora, à ton avis? très, très négatif. Est-ce que les Juifs est-ce que l'avenir des Juifs c'est d'aller tous se retrouver là-bas, Pas tous, ou est-ce parce que qu'il y a une complémentarité ou une dualité non. entre les deux? D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, pas tous les juifs iront en Israël parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ne seront plus juifs dans quelques générations. Il y a un grand problème en Amérique et ailleurs de mariage mixte, etc. Et on ne peut pas dire que dans 3 générations, les juifs d'aujourd'hui seront encore juifs. Premièrement. Deuxièmement, il y aura un énorme mouvement vers Israël. Et plus Israël a des habitants juifs, plus ce sera attirant. C'est un problème physique presque. Quand il y avait peu, on n'avait pas envie d'y aller. Quand il y a beaucoup, on a envie d'y aller. On voit. Et moi, je dis toujours que quand plus que la moitié des juifs vivront en Israël, ça sera beaucoup plus facile pour l'autre moitié de venir. Évidemment, ça sera beaucoup plus simple. Il y aura toujours des gens, des juifs qui resteront. Est-ce que ça sera des gens qui resteront en diaspora
avec vraiment un message spirituel à transmettre, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait un message nouveau, un nouveau message juif à transmettre à l'humanité, qui ne sera pas les messages d'avant, puisque nous ne croyons plus de la même façon que nous avons cru. Nous avons d'autres croyances aujourd'hui. Alors, est-ce que ces gens-là, ou est-ce qu'il y aura vraiment une disparition, une dissolution totale de la présence juive, et par l'assimilation, et par la conversion, par autre chose? Mais il est certain pour moi que l'avenir du peuple juif aujourd'hui se trouve en Israël. Malheureusement, c'est un avenir maternel seulement, et j'aurais voulu vraiment voir ajouter le projet paternel dans cet avenir de juifs en Eretz Israël. Merci.